Ce matin, j'ai un seul invité sur ce plateau. Il a nom Marc Johannes Goudjanou. Avec lui, nous parlerons de plusieurs informations parues dans les différents quotidiens ce matin. Il est journaliste, analyste politique. Bonjour Marc. Oui, bonjour Carole, bonjour à tous nos téléspectateurs. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors la toute première information à débattre, des migrants béninois appellent à l'aide en Algérie. C'est le quotidien, le matinal qui parle de cette information. Oui, je pense que nos concitoyens sont dans des difficultés en Algérie, comme le quotidien l'a dit. Et il faut remarquer que ces derniers temps-ci, ce n'est pas seulement l'Algérie qui est touchée par ce phénomène. Vous avez entendu récemment les Béninois qui étaient en train qui avaient chuté en Guinée équatoriale et qui demandaient également de l'aide et qui sont en train d'être secourus et de vouloir être rapatriés vers le Bénin déjà. Je pense qu'on a eu sur vos antennes ici le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui a donné son opinion sur la question. Et je pense que les migrants qui sont actuellement, béninois qui sont actuellement au niveau de l'Algérie ont également besoin de ce soutien-là parce que ce n'est pas totalement aisé d'être livrés à eux-mêmes. Parfois, ils ont des difficultés à se nourrir parce que c'est des gens qui ont quitté leur pays sans rien prendre avec eux, peut-être juste quelques bagages avec qui ils sont partis et voilà leur point de chute. Ils doivent revenir parce qu'ils n'ont pas pu passer la frontière comme cela se doit. C'est vraiment déplorable, surtout parce que dans la grande majorité de ceux-là, c'est qu'on risque de retrouver beaucoup de jeunes, beaucoup de bras valides qui pourraient être quand même utiles au pays et c'est compte tenu sûrement des difficultés que l'on rencontre, que certains Béninois rencontrent au pays, qu'ils ont décidé peut-être de tenter l'aventure. Mais il est également du rôle du gouvernement quand même de secourir ces Béninois qui sont dans cette difficulté-là parce que ce sont des citoyens béninois et déjà qu'ils sont en train d'appeler à l'aide, il revient d'accord au gouvernement béninois dans son rôle de pouvoir quand même les aider à pouvoir rejoindre leur pays afin de se rendre utile également dans leur pays et de leur faire comprendre également tous les risques qu'ils encourent en essayant de prendre par la mer ou en essayant de prendre clandestinement la mer pour pouvoir rejoindre l'Eldorado comme beaucoup l'ont déjà fait par le passé. Et ils savent que généralement, c'est un parcours très risqué parce que tous ceux qui ont essayé de prendre par ce circuit, on ne cesse jamais d'annoncer les morts en mer et d'autres. Donc du coup, moi, j'avais jamais eu à entendre beaucoup de Béninois commencer par prendre ce risque-là. Mais quand ça devient beaucoup plus criard, ça attire, ça sonne la sonnette d'alarme au niveau du gouvernement pour pouvoir comprendre mais qu'est-ce qui pousse ces jeunes Béninois, bras valides, aujourd'hui maintenant, à avoir beaucoup plus cette envie de risque, de pouvoir affronter la mer pour essayer d'aller chercher l'Eldorado alors que on peut quand même les réinsérer ici dans le système pour qu'ils puissent quand même trouver un emploi, quelque chose à faire, surtout avec les programmes qui sont mis à disposition par le gouvernement, c'est-à-dire le programme du PSE, la ZOLI et autres, pour pouvoir leur permettre quand même d'avoir un petit boulot qui puisse leur permettre de survivre. Parce que le risque énorme qu'il y a dans cette traversée... Combien de jeunes Béninois ces projets pourraient prendre en compte? Non, c'est vrai que ces projets ne peuvent pas prendre tous les jeunes Béninois. Ça, c'est très sûr. Donc, le problème reste posé. Le problème reste posé parce que... mais même si le problème reste posé, c'est qu'on ne pourra jamais encourager ces jeunes à pouvoir prendre par ce circuit informel afin de pouvoir aller chercher l'Eldorado. Parce que le risque est énorme. Le risque est énorme. Peut-être on peut même les encourager à peut-être auto-s'employer ici au pays ou bien à peut-être trouver même des emplois précaires pour pouvoir quand même survivre. C'est encore mieux que d'aller se suicider. On parle de l'innovation, mais pour pouvoir aller à la terre, il faut avoir de la terre. Il faut avoir déjà la terre. Ouais. Le premier élément qui vous permet de commencer par entreprendre, parce qu'on dit la terre ne ment pas. Avec la terre, vous n'avez pas besoin, mais il y a un besoin financier également. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, où est-ce qu'ils obtiendront
la terre, parce que quand tu n'as pas les moyens de te procurer un terrain aujourd'hui, où est-ce que tu peux entreprendre à commencer par faire de l'agriculture? Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un problème qui se pose et les autorités doivent vraiment quand même trouver là où est le nœud aujourd'hui pour apporter une solution à ce que nous constatons. Parce que le Bénin, c'est très rare de voir les Béninois prendre ce risque. Les pays sénégalais, les pays... les Maliens, oui, les Maliens, les Nigériens, c'est ceux qu'on Alors, ma question, qu'est-ce qu'il faille faire aujourd'hui concrètement pour éviter cette situation? Bon, je pense que déjà qu'on a la chance de pouvoir quand même avoir ces Béninois qui ne sont pas partis et qui sont dans des pays voisins et qui cherchent à revenir dans leur pays, la première des choses que le gouvernement pourrait faire en tant que chef du pouvoir, chef du gouvernement, le chef de l'État en sa personne, c'est déjà à leur retour essayer de leur proposer une insertion professionnelle. Que ça passe par une formation ou par un emploi, il faut qu'on puisse discuter avec eux, les rassurer, pour leur dire, pour leur faire comprendre également, parce qu'ils n'ignorent pas totalement le risque. Mais c'est comme quelqu'un qui est totalement désespéré. Il se dit, je n'ai plus rien à perdre. Je n'arrive pas à m'en sortir ici. Vous avez vu, même avant ces cas-là, c'est un problème qui, si on doit en discuter de façon sociale, c'est que ça a beaucoup de tentacules. Vous constatez des cas de suicide en temps, qui sont devenus récurrents. Même parmi ceux qui travaillent déjà, d'accord? Aujourd'hui, maintenant, on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont cette visée à pouvoir prendre le risque d'aller, d'accord, à l'Eldorado, en bravant tous les risques qu'il faut. Ça veut dire qu'il y a un réel problème de l'emploi qui se pose dans le pays et que le gouvernement n'arrive pas encore à trouver le bon planning pour pouvoir quand même absorber toute cette jeunesse-là qui est en quête d'emploi. Aujourd'hui, n'importe quel Béninois que vous prenez aujourd'hui, on dit, effectivement, si vous travaillez, vous aurez votre salaire. Mais tout le monde n'arrive pas à travailler, tout le monde n'arrive pas à trouver un emploi. Comment est-ce qu'il faut combler ces vides-là? Comment est-ce qu'il faut rassurer ces jeunes Béninois? Aujourd'hui, vous prenez même nos universités, ou bien vous prenez même nos bacheliers. Combien finissent chaque année? Des milliers. Voilà. Des milliers. Combien ont cette qualité, par exemple, d'insertion professionnelle comme il le faut? Donc, il y a beaucoup qui sont laissés sur l'État. Parmi les milliers qui finissent d'avoir le bac, je vous assure que tous ne commencent pas l'université. Parce que c'est malgré eux, avec des difficultés des parents aujourd'hui, qu'ils arrivent à avoir le bac. Ils se disent parfois, pour certains, bon, je vais tout faire pour avoir au moins le bac. D'accord? Au moins, à partir de là, je pourrais trouver un emploi, un job, quelque chose à faire, parce que actuellement, les parents n'y arrivent plus. Dans ce cas, il faut que le gouvernement essaie de trouver quand même un panaché pour pouvoir quand même régler, parce qu'ils ne peuvent pas totalement régler le problème de l'emploi. Ça, avouons-le. Dans n'importe quel pays, on n'arrive pas totalement à régler le problème de l'emploi. Mais c'est à minimiser également, le plus grand à faire, c'est quand même minimiser quand même le taux de chômage dans le pays et également proposer à ces jeunes qui essaient d'aller à l'Eldorado, pourquoi ne pas même organiser une communication autour pour pouvoir faire comprendre à cette jeunesse-là qu'il ne sert à rien de prendre ce risque de vouloir traverser la mer pour aller chercher l'Eldorado dont vous n'êtes même pas encore sûr, rester dans votre pays. Quand vous avez évoqué tout à l'heure le problème de ceux qui doivent peut-être cultiver la terre et autres, c'est parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des jeunes veulent se concentrer vers le sud du Bénin, Cotonou et environ, d'accord. Mais pour ceux qui sont réellement restés encore au village, auprès des parents ou les parents, vous savez, au village, généralement, les terres, c'est pas héritage généralement. Et il y en a qui sont là parce qu'ils n'en vendent pas beaucoup, parce que ces terres ne coûtent pas aussi cher qu'en ville. Donc, du coup, il y a beaucoup de terres qui sont laissées. Toujours que ces terres-là ne leur appartiennent pas. Oui, oui, mais néanmoins, ils ont la possibilité de pouvoir... Même aujourd'hui, par exemple, je vous donne juste un exemple, même tout près, à Ouida ou à Tori, par exemple, il y a des terres qui sont là, par exemple, où... c'est des terres peut-être qui m'appartiennent, mais que je n'utilise pas pour le moment, que j'ai thésaurisé là. Mais il y a des jeunes, par exemple, qui sont dans les environs qui disent, OK, est-ce qu'on peut, vous pouvez nous passer votre terre pour qu'on puisse cultiver pendant un temps? Et
je vous assure, on le donne. Et quand ils le font, par exemple, c'est qu'à la fin de l'année, ou au bout de quelques mois, c'est qu'ils me ramènent quelques brides des récoltes qu'ils ont eu à faire. Et ça me permet quand même de me soulager également un peu. Donc, il y a ce mécanisme-là. Mais le problème, c'est la sensibilisation, au fait. Il faut sensibiliser les jeunes. Parce que il faut les sensibiliser pour leur faire comprendre que, bon, avec même les parents et autres, vous pouvez quand même le faire. Aujourd'hui, maintenant, on est en train de supprimer l'exportation des produits congelés de la volaille, par exemple. Ça veut dire que ce terrain avicole, par exemple, est un terrain qui est très propice, où on peut quand même également soutenir les jeunes, les accompagner. J'ai vu un communiqué de l'ANPE qui voulait former un certain nombre de jeunes. Ça a été lancé cette semaine-ci, où ils veulent former un certain nombre de jeunes à l'aviculture. Donc, c'est également les gens n'ont pas l'information. Et il faut également les sensibiliser, communiquer assez pour leur faire comprendre qu'il y a des voies et moyens par lesquels, par exemple, vous n'avez pas forcément besoin d'aller prendre ce risque-là, à défaut de chercher un circuit normal. Moi, je ne refuse pas aux gens de voyager. C'est important, vous pouvez voyager pour aller vous chercher. Mais prenez pas un circuit régulier. N'allez pas prendre le risque inutilement pour vous suicider. Voilà qui est clair, donc la sensibilisation de nos frères béninois s'impose aujourd'hui afin qu'ils comprennent que le meilleur, le bien-être n'est pas forcément sous d'autres cieux tout simplement. Alors, palmarès titre ce matin, fermeture des locaux de la Radio Univers sur le campus d'Abomey-Calavi. Oui, il faut dire que Radio Univers, qui est une ancienne, en tout cas, qui est un maillon essentiel dans notre profession, parce que la plupart d'entre nous avons pris par là, pour ceux qui ont fait le campus, la plupart d'entre nous avons pris par là, pour ceux qui ont fait la radio, ou pour ceux qui ont fait la presse écrite également, par le journal Le Héros et autres, le Révélateur également. Donc, il faut dire que cette situation, il y a un certain nombre de griefs qui a été souligné par la FNEB en ce qui concerne l'ingérence de quelques aînés également dans la chose, les malversations financières. Il y a un certain nombre de choses qui ont été dénoncées dans le communiqué de la FNEB et c'est ce qui a milité en cette fermeture-là. Et je pense que ce ne serait pas une fermeture à longue durée, je ne pense pas du tout. C'est juste histoire de pouvoir réguler les choses et de pouvoir harmoniser les choses et de mettre tous les dysfonctionnements qu'ils ont pu constater, de pouvoir, avec l'aide des aînés également, de pouvoir régler ce problème-là pour que la Radio Univers démarre, parce qu'elle est très importante dans le milieu universitaire. Elle reste une école tout simplement. Une école tout simplement pour tous. Alors, le meilleur titre, les faux médicaments. Une interrogation qui m'intéresse bien. Qui approvisionne les faussaires et par quel circuit? C'est vrai, ça fait partie du dossier de Le Meilleur et je vous assure, c'est un problème qui reste, qui demeure. Parce que vous avez constaté que depuis l'avènement du pouvoir de Patrice Talon, on a remarqué qu'il y a eu une lutte effrénée contre les faux médicaments. Tout à fait. Où il y a eu des saisies énormes. On aurait même pensé que la lutte a réussi. A été une réussite, effectivement. Mais c'est vrai que même si ce n'est pas une totale réussite, il faut remarquer que cette lutte n'est pas mal parce qu'on a constaté une baisse drastique, d'accord, des ventes anarchiques de faux médicaments un peu partout dans le pays. Donc, aujourd'hui, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de contrôler les circuits de distribution et les circuits d'approvisionnement de ces faux médicaments. Parce que, remarquons-le, on a constaté que même au niveau de la police républicaine, vous avez vu, il y a eu beaucoup de saisies qui ont été faites. Même il y a quelque temps, vous avez vu, même un policier a été mêlé à cette histoire de faux médicaments parce qu'on l'a retrouvé, lors d'un contrôle, on a retrouvé les faux médicaments dans son véhicule. Et il avait été arrêté. Ça veut dire que c'est un phénomène qui est grandissant et il faut pouvoir régler également le phénomène à la base. Quand je dis à la base, c'est quoi? Il y a des zones, par exemple, qui sont très isolées, de Cotonou, d'accord, où pour avoir l'accès aux médicaments, c'est très difficile pour ces populations-là. Alors qu'il n'y a pas des officines de pharmacie qui sont installées dans ces zones. Et donc, du coup, pour ces populations, afin qu'ils puissent s'approvisionner en médicaments, c'est un peu compliqué pour eux et un peu plus difficile. Donc, du coup, ça permet à ces contrebandiers de pouvoir quand même aller chercher ces médicaments. Généralement, notre porte la plus immédiate pour les choses de contrefaçon et autres, c'est le Nigeria.
avouons-le, la plupart des produits contrefaits qui reviennent dans le Bénin, la plupart prennent par le Nigeria. Et donc, sur cette enquête, on a constaté également que la plupart de ces produits, ça vient... Mais il y a des postes de douane. Oui, il y a des postes de douane. C'est comme en temps, on prend l'essence de contrebande. Les douaniers contrôlaient, régulaient, mais pourtant ça rentre dans le pays. Ça veut dire qu'on a tellement de frontières poreuses. Surtout avec le Nigeria, notre voisin, on a tellement de frontières. Presque toutes les villes qui sont frontalières au Bénin ont presque des frontières poreuses où on peut rentrer et sortir comme on veut, où les postes de douane ne peuvent pas totalement avoir. Combien de personnel au niveau de la douane arrive quand même à sécuriser ces postes de frontières. Donc, ces postes de frontières sont poreuses de telle sorte que ces contrebandiers, même si les douaniers arrivent à fermer, ils trouvent forcément d'issue pour pouvoir quand même aller faire rentrer ces produits-là. Et l'autre chose qu'il faut rappeler, qui est très dangereux, c'est que les populations doivent comprendre que ces produits qui viennent ne sont pas des produits qui remplissent les conditions, d'accord, normales. Donc, ce sont des produits contrefaits et donc très toxiques pour l'organisme. Et en ce qui concerne même les produits qui sont autorisés au niveau des pharmacies, on nous interdit même l'automédication parce que ça peut tourner au drame tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore des produits contrefaits? Ça veut dire que c'est encore plus dangereux de pouvoir utiliser ces produits-là. Et donc, il y a beaucoup de gens, de populations qui en meurent, mais sans qu'on ne soit réellement informé. Parce que quand les gens meurent de ces médicaments, ils ne veulent pas, ils ne vont pas vous dire, ou bien même ils vont vous dire que c'est une cause surnaturelle, que c'est spirituel, alors que c'est l'utilisation de ces faux médicaments-là qui cause des dommages et qui fait la perte de ces citoyens-là, malheureusement. Alors, nous allons parler de l'offre risquée du gouvernement de la rupture aux exilés politiques selon le quotidien Infodynamisme. Oui, l'offre risquée du gouvernement de la rupture aux exilés politiques, je pense que c'est le porte-parole du gouvernement qui a abordé ce sujet-là. Et je pense bien que c'est un sujet qui fait réfléchir beaucoup d'entre, parce que j'ai suivi un peu au niveau des réseaux sociaux et un peu partout, quelle est l'opinion des citoyens par rapport à ce sujet-là. Et j'ai constaté en réalité que beaucoup ont pris cela comme un piège pour les exilés, parce qu'il ne faut pas ignorer que la plupart de ces exilés sont mêlés soit à des malversations, soit ils sont recherchés par la justice béninoise. Et donc, du coup, c'est pour ces raisons qu'ils sont allés s'exiler. Et donc, ça fait poser le problème de savoir, mais si la justice est à leur recherche et qu'ils décident de revenir, ça veut dire qu'il n'y a rien à dire. La justice va encore les prendre en compte. Donc, cette question, c'est juste, certains le diront, c'est un piège entre griffes pour eux, parce que s'ils ont des problèmes avec la justice, une chose est sûre, dès qu'ils vont rentrer là, la justice va les prendre, il n'y a rien à dire, ne nous leurrons pas. Donc, c'est peut-être une façon de dire, en réalité, on a besoin de vous, parce que vous avez des qualités intellectuelles, vous avez des ressources dont le pays a besoin, donc venez faire face à la justice d'abord, et après, on va voir si on peut encore exploiter vos qualités intellectuelles pour pouvoir les mettre au service de la nation. Ce sera en prison peut-être. Voilà, exactement, ou bien peut-être en prison, ou bien peut-être vos familles également ont besoin de vous voir. Donc, cette question, elle est vraiment cruciale, et moi, je me dis, s'ils veulent venir, effectivement, personne ne leur refuse de revenir au pays. Honnêtement, personne ne leur refuse de revenir au pays. Mais lorsque vous revenez au pays, soyez sûr que vous serez face à la justice. Vous vous rappelez de l'affaire des hectares au Bénin ici, où un certain maire a été détenu au CNHU et a pu s'évader. Donc, celui-là, par exemple, bon, lui n'est pas un exilé. D'accord? Ce n'est pas un exilé. C'est pas un exilé. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a fui. Donc, quelqu'un comme ça, par exemple, on a besoin de ses qualités parce qu'il a une grande expérience en politique. Il a été député plusieurs fois. C'est quelqu'un dont on a besoin, par exemple, pour le pays. Pour nous, jeunes, on a besoin de ces expériences-là pour qu'il nous conseille, qu'il nous donne de l'expérience. Maintenant, s'il a besoin de nous aider également à aider le pays, c'est qu'il rentre. Et dès qu'il rentre, par exemple, il va faire face à la justice et après, il va se charger de nous enseigner. C'est quelques notions en politique qu'il a eu à acquérir pendant toutes ces années d'expérience. Votre ironie de ce matin sur cette affaire-là. Nous allons poursuivre. Matin livre intitulé Indisponibilité des compteurs d'eau, fonds promotionnels des citoyens escroqués.
c'est vraiment dommage parce que aujourd'hui, l'eau est très vitale. Et n'importe où vous vous trouvez sur cette terre, vous avez besoin d'eau. L'eau, c'est la vie, tel qu'on le dit. L'eau, c'est la vie. Donc, il est important que la seule société ici au Bénin qui puisse permettre aux gens d'avoir accès à l'eau plus facilement, c'est la SONEB. Et donc, ce serait quand même un peu bizarre que tout ce circuit-là ait encore des scandales de corruption, je dirais, parce que lorsque l'État rend promotionnel l'octroi ou l'accès à ces compteurs d'eau, et que les agents qui sont chargés de pouvoir aider la population à avoir accès à cela, ces agents deviennent encore des escrocs, d'accord, pour les citoyens, alors que l'on sait que le contexte actuel du pays est très difficile, où les gens n'arrivent pas à s'en sortir et ils ont des difficultés à joindre les deux bouts. Et donc, l'eau qui est vraiment essentielle pour eux, où ils se démènent et que le gouvernement également les aide à avoir accès, que ces agents-là se mettent derrière pour pouvoir encore escroquer les pauvres populations. C'est vraiment dommage. Ça pose encore le problème de la corruption, qui ne veut jamais cesser et qui est toujours gangréné, qui gangrène toujours ces Béninois-là qui ne veulent pas du tout changer. Et on a également ce même problème. Ça ne se limite pas seulement à la SONEB, hein. Ça ne se limite pas à la SONEB. C'est partout. Que vous prenez la SBE également, c'est pareil. Pour avoir les compteurs de 20 000 qu'on avait dit en temps, je vous assure que si vous questionnez les Béninois, ils dépensent plus du double et même plus encore avant de pouvoir avoir ces compteurs qui sont normalement des compteurs promotionnels. Donc, la responsabilité revient au directeur de la SONEB, d'accord, au directeur de la SBE également et à tous les responsables à divers niveaux pour qu'ils puissent tirer sur la sonnette d'alarme pour qu'ils puissent quand même sévir et faire des contrôles. Parce qu'une chose est sûre, lorsque vous mettez les agents pour aller faire le travail, ce qui est important, c'est de commencer également par mettre d'autres agents derrière eux pour voir le travail qu'ils sont en train d'effectuer. Et aussi, la population également doit jouer son rôle, c'est de pouvoir dénoncer. Pourquoi ne pas mettre à disposition des numéros verts pour permettre à ces populations-là de pouvoir dénoncer ces genres des actions et pour pouvoir avoir gain de cause également. Le Béninois peut vraiment dénoncer. Il est dans le besoin. Vous croyez qu'il pourra vraiment dénoncer? Oui, au contraire, si vous ne savez pas faire, c'est eux-mêmes qui feront l'offre pour pouvoir être satisfaits. Oui, c'est vrai que pour un certain nombre de métiers, d'accord, au Bénin, ne le reconnaissons pas, ils se protègent entre eux. Pour un certain nombre de métiers, ils se protègent entre eux. Donc, du coup, même au sein, par exemple, de l'administration, ce n'est pas qu'ils ne savent pas que les agents prennent des coûts supplémentaires sur les demandes de compteurs. Hein. Ils ne le savent pas. Ils le savent très bien. Ils ont l'information. Mais entre eux-mêmes d'abord, même en tant qu'employés de la société, entre eux-mêmes, ils ne le dénoncent pas d'abord. La population, le client, c'est-à-dire le Béninois qui veut son compteur d'eau, est dans le besoin. Et donc, il se dit, mais si je dénonce maintenant, les mêmes, ils vont s'acharner contre moi parce qu'ils sont entre collègues. Et moi, je serai la risée. Et donc, ils vont m'empêcher d'avoir mon compteur. Et ces cas-là, ça se passe effectivement. Ça se passe, Carole, tel que vous l'avez souligné. Ça se passe beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il y a quand même de ces Béninois-là que peu importe la situation, ils vont dénoncer. Et s'ils n'ont pas, gain de cause, ils vont encore toujours tirer sur la sonnette d'alarme. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on a constaté que beaucoup de Béninois aujourd'hui privilègent aujourd'hui les forages d'eau. Les forages d'eau pour éviter moins de problèmes. Seulement que tout le monde n'a pas les moyens de faire les forages d'eau. Donc, beaucoup doivent forcément faire appel à la SONEB pour pouvoir quand même essayer d'avoir gain de cause. Donc, le problème demeure toujours et l'État, dans son rôle, doit réguler cela, doit en tout cas fermer ces portes de corruption, ces nids de corruption qui existent dans presque tous ces circuits-là où l'on lance des prix promotionnels, mais c'est à d'autres prix que vous avez le compteur finalement. Ça ne marche pas et c'est quelque chose qu'il faut corriger à la longue forcément. Alors, autre sujet à aborder dans cette rubrique analyse des cérémonies de prière organisées à l'intention du chef de l'État, Patrice Talon, dans l'affaire de tentative de coup d'État. Oui, bon, je pense que ce sont des choses normalement à suivre la logique du chef de l'État, ce sont des choses qu'il n'aime pas normalement.
Parce que ça fait en quelque sorte un culte de la personnalité. Un culte de la personnalité et ça dure depuis plusieurs semaines. Voilà. Donc, je pense que c'est une affaire qui est pendante devant la justice. Donc, pour ceux qui se précipitent et qui s'agitent, d'accord, en organisant ces choses, eux seuls savent l'intérêt qu'ils cherchent dedans. Le Béninois ne fait rien sans rien. Tous ceux qui sont en train d'organiser ces genres de manifestations ou ces cérémonies de libation, soyez sûrs, ils ont leur intérêt dedans. Sinon, où ils vont trouver les fonds pour le faire? Et allez-y voir derrière, c'est qu'il y a forcément des politiques également derrière. Sinon, on a dit une tentative atteinte à la sûreté de l'État. L'affaire est encore pendante devant la justice. C'est vous qui vous mettez à faire des cérémonies, à remercier, à dire ci, à dire ça, alors que laissez la justice faire son travail. Vous n'avez même pas à vous mêler, vous n'avez même pas à mélanger les choses et à vouloir je ne sais même pas quelle renommée il cherche ou bien quel avantage il cherche auprès du chef de l'État. Je ne sais même pas. Donc forcément, il y a forcément des mains politiques derrière ces manifestations-là. Ces cérémonies qui sont organisées, il y a des mains derrière. Je pense qu'il faut arrêter ces bêtises-là. Nous sommes dans un état sérieux et il faut commencer par refuser ce genre de choses. Même ceux qui le font, il faut qu'à un moment donné, le chef de l'État peut-être puisse leur dire, parce que forcément, ça doit être des proches au chef de l'État, que ce soit politiquement parlant ou bien sûr d'autres domaines. Donc, il faut que lui-même puisse, en tout cas, à travers ses proches politiques, puisse leur dire, je n'en ai pas besoin, nous n'en avons pas besoin, arrêtez carrément. Si vous voulez même montrer votre amour ou votre dévotion au chef de l'État, vous n'avez pas besoin de faire ces genres de cérémonies et autres pour pouvoir vous afficher, pas besoin, pas besoin. Parce que juste là encore, que la culpabilité de ceux qui sont gardés à vue, pas gardés à vue, de ceux qui sont gardés à la détention provisoire, leur culpabilité n'est pas encore totalement établie. Donc, du coup, vous ne pouvez même pas dire qu'il y a réellement forcément eu coup d'État ou il y a forcément eu atteinte à la sûreté de l'État. C'est une affaire qui est en instruction. Et quand c'est en instruction, c'est seulement à la fin de l'instruction qu'on saura réellement qu'est-ce qui a eu lieu réellement et on pourra faire les analyses pour savoir si c'est vraiment quelque chose de crédible ou bien c'était juste une supposition d'atteinte à la sûreté de l'État. Quand ce n'est pas encore établi de façon très claire, ça ne sert à rien d'organiser ces cérémonies-là qui sont une honte pour la classe politique. Et pour boucler cette rubrique, nous allons nous intéresser aux primes de gestion rigoureuse des finances publiques, confirmation de la notation de BP du Bénin avec une perspective révisée de stable à positive. Oui, ça c'est une grande performance économique au niveau qui a le mérite de tous les acteurs économiques qui sont au sein du gouvernement, parce que cette note n'est pas décernée à la va-vite. Il y a un certain nombre de critères qui sont pris en compte et c'est pourquoi, en temps, on n'avait pas bénéficié d'une note meilleure par le passé. Et donc, c'est une amélioration. Ça veut dire qu'au niveau de nos performances économiques, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a forcément le ministre de l'économie et des finances qui est actuellement candidat à la BAD, si je ne me trompe. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait et nous ne pourrons que remercier le gouvernement et tout le travail qu'ils font. Bien qu'ils soient payés pour ça, on les remercie également. Merci. À vous, Marc Johannes Goudjanou. Je rappelle que vous êtes journaliste et également analyste politique.